Ah oui, s'il vous plaît. Il nous semble intéressant de faire intervenir à la fois des associations mais aussi des entreprises. Donc, comme vous allez le voir, il y aura une représentation de structure. On va commencer par une présentation de Laetitia Duhil et Anne Petit. Donc Laetitia Duhil, qui est médiatrice au pôle médiation de l'LPO Alsace et GEPMA. Et Anne Petit, qui est en charge du développement durable au sein de la direction technique du réseau développement durable. De la SNCF Réseau. Frédéric Leblanc qui intervient avec la casquette ingénieur environnement à EDF Hydro. Et Laurent Arthur, que vous connaissez sûrement tous aussi, chiroptérologue avec la casquette de l'association Chauve qui peut. Donc je passe le micro à Laetitia et Anne. Nous aujourd'hui, on va vous parler de comment cohabiter avec une espèce terrassière qu'est le blaireau d'Europe. Et donc, ça sera une présentation à voix donc avec Anne, puisque nous travaillons au sein de notre médiation, souvent en collaboration avec les réseaux sur ces thématiques. Je vais d'abord vous présenter notre pôle médiation rapidement. Notre pôle médiation, comme l'a dit Anne-Laure tout à l'heure, a été créé en 2008. Donc, en fait, c'est un pôle médiation qui est en collaboration entre la LPO Alsace et le GEPMA, qui est le groupe d'études et de protection des mammifères d'Alsace, mais il est actuellement entièrement piloté par la LPO Alsace. Donc c'est pour ça qu'on travaille aussi sur des thématiques mammifères comme le blaireau. Donc notre pôle médiation traite environ 5500 demandes chaque année. Et les cas liés au blaireau d'Europe ne représentent que 2 à 3% de toutes ces demandes, mais ils nécessitent plus d'un demi-ETP par an pour le traitement de ces problématiques qui sont souvent de longue durée et qui nécessitent beaucoup de déplacements terrain et qui sont relativement chronophages. Donc je vous ai mis sur la droite une approximation de comment sont réparties les demandes liées à cette espèce, où je vous montrerai quelques exemples par la suite. Pour information, la partie autre qui représente 17%, c'est tout ce qui est demande par rapport à des dérangements de terriers ou des destructions d'individus ou ce genre de choses qui sont plutôt liées au dérangement et à la destruction de l'espèce. Donc on traite environ plus d'une centaine de cas par an avec à peu près un tiers qui proviennent en dehors de l'Alsace parce qu'on a de plus en plus de demandes qui sont hors de la région. Donc là je vais juste vous faire un rapide point sur quelques exemples des thématiques qu'on peut avoir. Donc pour tout ce qui est particulier et collectivité, on peut avoir des terriers dans les vides sanitaires. Donc ça peut être assez perturbant pour des particuliers de se réveiller le matin et d'avoir tous ces cailloux qui sont complètement escavés de leur vide sanitaire. Une problématique assez fréquente aussi dans les communes, c'est tout ce qui est creusement sous les tombes, parce que le blaireau va utiliser du coup l'affaissement des tombes liées à la putréfaction souvent, et donc il va utiliser cette partie-là pour creuser sa galerie. Donc c'est vraiment souvent très opportuniste, il ne recherche pas à sortir les os ou quoi que ce soit comme on peut souvent entendre, c'est vraiment juste lié à cette opportunité de la putréfaction des corps qui du coup affaisse les tombes. Et on a eu le cas particulier pendant la période de confinement, les blaireaux avaient investi le vide sanitaire d'une piscine hors sol, et où du coup ils faisaient leur petite vie, vu que la piscine n'était pas utilisée pendant le confinement, et donc ils étaient tranquillou, comme on peut voir sur la vidéo, s'étendre tranquillement. Donc ça peut être des problématiques qu'on a pour tout ce qui est particulier et collectivité. Après pour la partie grande culture, donc ça peut être soit des terriers dans des prairies à chevaux, donc souvent les éleveurs sont assez inquiets que leurs chevaux tombent dans les trous, créent des blessures, etc. Au niveau des pattes. Et après dans le vignoble, c'est plutôt la peur du renversement des machines, puisque comme vous le savez, du coup les machines viticoles sont très hautes et fines, et de fait il y a de gros risques donc, de renversement quand les terriers sont en plein milieu des rangées. Et après toutes les parties grande culture, donc terriers dans les champs de blé, mais aussi champs de maïs que nous avons beaucoup en Alsace. Donc après les différents types de cultures, c'est très variable les problématiques qui peuvent se trouver selon le secteur de France où on se trouve. Donc là, je vous ai mis des choses qui sont en Alsace, bien évidemment. Tout ce qui est infrastructure linéaire, donc les remblais routiers, vous pouvez voir la grosse fissure qu'a entraîné le terrier de blaireau qui du coup utilise là aussi le vide qui est souvent sous les routes. Donc malgré la grandeur de ce remblai, il préfère être pile sous la route puisqu'il y a un petit vide, et donc dans ce cas-là, il l'utilise pour créer ses galeries, et c'est là aussi de l'opportunisme. Des terriers dans les digues de protection contre les crues.
c'est assez fréquent, puisque le blaireau ne supportant pas l'humidité, il va systématiquement chercher des endroits un petit peu en hauteur, d'où le fait des remblais routiers, remblais SNCF, digues, qui permettent le bon drainage des terriers et éviter l'accumulation d'humidité dans les terriers. Et donc, c'est sûr que ça peut être un petit peu problématique, puisque s'il y a des terriers traversant dans la digue perd totalement son utilité. Et de fait, les zones qui sont censées être protégées des inondations ne le sont plus. Et du coup, d'où la présence d'ânes petits, les terriers, du coup, dans les remblais ferroviaires. Et du coup, c'est une grosse problématique pour nous aussi, les trous de blaireaux sous les voies ferrées, puisque ça risque de provoquer des affaissements aussi de la voie, et du coup, ça va pouvoir provoquer jusqu'à des déraillements. Donc, nos collègues sont extrêmement vigilants à ça. Et quand on circule à grande vitesse, on ne doit pas avoir de tassement plus d'1 centimètre de la voie, donc c'est hyper exigeant, et c'est pour ça que c'est toujours contrôlé avec des appareils de mesure très précis. Et dès qu'on voit qu'il y a des affaissements, il faut gérer le sujet. Donc ça, c'est vraiment des problématiques qui... là, je vous donne juste des exemples, et ensuite on abordera ce qu'on peut proposer. Mais quand on fait face à ce genre de problématiques, le problème est surtout la sécurité et l'urgence de la situation, qui doit être prise en compte et qui est bien sûr primordiale par rapport à tout le reste, quoi. Donc, quelle procédure engager quand on fait face à des problématiques de ce type, donc c'est-à-dire la présence de terriers de blaireaux qui vraiment peuvent poser problème pour les activités anthropiques. Tout d'abord, pourquoi on ne choisit pas la destruction du blaireau, au-delà de l'aspect éthique, bien évidemment, de cette solution. C'est surtout par le fait que c'est vraiment une solution qui est vraiment inutile. Le blaireau, c'est vraiment un animal qui est territorial, et donc supprimer un territoire d'un clan par la destruction n'a strictement aucun intérêt, puisque le territoire devient libre et est systématiquement réoccupé dans les années qui suivent. Ça a été démontré de nombreuses fois où des blaireaux ont été soit entièrement déterrés, soit détruits d'une autre manière. Et en fait, 2 ans plus tard, on s'est retrouvé avec la même problématique, puisque les jeunes des clans aux alentours cherchent un nouveau territoire et se réinstallent systématiquement au même endroit et recréent une problématique. Donc ça n'a vraiment aucun intérêt sur le long terme d'opter pour cette problématique, enfin pour cette solution, pardon. Et je me permets juste un petit rappel réglementaire, parce qu'il y a souvent confusion sur l'espèce blaireau. Le blaireau, c'est vraiment une espèce qui est classée gibier au niveau national et non espèce susceptible d'occasionner des dégâts, comme on entend souvent. Ça induit le fait qu'il est strictement interdit de piéger l'animal, sauf s'il y a une dérogation spécifique de la DDT. Exception faite du département du Bas-Rhin, où l'espèce a été retirée de la liste des espèces gibier suite à l'action de la LPO et du GEPMA notamment depuis la saison de chasse 2004-2005. Donc c'est vraiment une particularité nationale, mais dans le reste de la France, il est classé gibier et pas nuisible comme on entend souvent. Donc voilà pourquoi on ne choisit pas cette solution. Donc souvent nous, quand on a ce genre de problématique, donc la présence du terrier qui pose problème pour les milieux anthropisés, il est systématiquement nécessaire de faire un diagnostic sur site, puisque tout dépend de l'endroit où se situe le terrier, de s'il s'agit d'un terrier principal, puisque les blaireaux ont 2 types de terriers. Ils ont un terrier principal, où c'est comme pour les humains, c'est vraiment des terriers assez conséquents, où le clan vit toute l'année, etc. Et ils vont systématiquement avoir des terriers qu'on va dire terriers secondaires. Ça va être 1 ou 2 trous, qui est du coup éparpillés sur le territoire, et auxquels ils peuvent utiliser par la recherche de nourriture, ou pour la sécurité, pour diverses raisons. Et en fait, s'il s'agit d'un terrier principal, on ne va pas pouvoir agir de la même manière qu'un terrier secondaire, puisque les terriers secondaires, ils sont utilisés que ponctuellement. Donc si on agit dessus, on sait que le blaireau va pouvoir se rabattre sur le terrier principal. Mais du coup, si on agit sur un terrier principal, va se poser la question du site de substitution et de savoir si le clan aura un site de substitution adapté. Donc c'est pour ça qu'un diagnostic sur site est vraiment nécessaire. Différentes possibilités, soit il y a une cohabitation qui est possible avec des mesures spécifiques comme les clôtures électriques, les clôtures fixes. On a aussi des poutres de soutien parfois qui sont installées dans les rangs de vignes pour éviter du coup le renversement des machines. Et du coup, quand la destruction du terrier est nécessaire, notamment dans les infrastructures comme on a vu, bien évidemment on ne peut pas garder le terrier sous la route parce que c'est beaucoup trop dangereux. Dans ce cas-là, la principale chose c'est d'abord déloger les blaireaux avant de combler le terrier et de sécuriser le secteur pour éviter des récidives par la suite. Donc ça, la méthode de déloger les blaireaux, etc.,
C'est quelque chose qui ne doit jamais être fait en période de reproduction, bien évidemment, et d'élevage des jeunes, qui est environ du 31 janvier au 1er juin. Ça, c'est variable d'une année à l'autre, mais c'est approximativement dans ces dates-là que les petits sont nés et élevés par, du coup, la femelle. Petite photo de tout ce qu'on peut mettre en place. Donc le répulsif sur la gauche. Le blaireau, c'est un animal qui fonctionne vraiment à l'odorat, qui a un odorat qu'on dit 700 à 800 fois supérieur à l'homme. Il est de très mauvaise vue, donc c'est vraiment sa méthode de fonctionnement et de communication. C'est pour ça qu'on utilise des répulsifs. Et ça fonctionne très bien pour les faire fuir d'un terrier. Donc le but, c'est de les poser donc, sur une bandelle de tissu qu'on appose dans les terriers, attachée à l'entrée. Et on met des branchages devant les terriers pour voir si les blaireaux continuent d'utiliser le terrier en question. Donc c'est une méthode qu'il faut utiliser pendant quelques semaines, le temps que le blaireau quitte le terrier et s'installe ailleurs. Si on est un petit peu dans l'urgence, on peut aussi utiliser des trappes anti-retour, donc on voit sur la droite. C'est des trappes qui ont été développées à l'époque avec le CNRS de Strasbourg pour permettre aux blaireaux en fait, de sortir des terriers mais de ne plus pouvoir y accéder. Donc ça permet de s'assurer que quand on va combler le terrier, les animaux ne soient plus dedans. Donc c'est vraiment pour laisser le temps aux animaux de pouvoir s'enfuir, chercher un nouveau terrier et qu'on puisse combler le terrier sans risque de les bétonner vivants ou autre, sans risque de les détruire les animaux. Bien évidemment, le blaireau étant un peu têtu, si on ne sécurise pas le secteur après les avoir fait fuir, il y a quand même de très grandes chances qu'il y ait des récidives, même s'ils ont la mémoire du site et ils vont avoir la mémoire du fait qu'on les a dérangés à tel ou tel endroit. Il y a quand même de très grandes chances qu'ils tentent de revenir à l'endroit où ils étaient. Et donc on peut mettre en place soit des clôtures électriques là, pour les empêcher de revenir dans la digue qui était sur la gauche, ou alors donc avec SNCF Réseau, on met des grillages à poser sur les remblais à l'endroit où se situait le terrier, une fois qu'il a été évacué puis comblé bien évidemment. Donc après ça c'est vraiment cas par cas, il peut y avoir aussi de l'enrochement qui est fait, c'est pas mal. L'enrochement est assez pratiqué sur les digues, notamment pour les protéger et éviter les futurs creusements. Mais ce qui est vraiment important, c'est aussi le fait de collaborer du coup, avec les agents, que ce soit les agents de SNCF Réseau ou les agents des services routes, de services de protection contre les crues, pour qu'ils surveillent au quotidien les digues et qu'ils aient, les digues ou les infrastructures, peu importe, pour qu'ils aient la notion de terrier, de savoir à quoi ça correspond et surtout qu'ils puissent alerter en temps et qu'on puisse intervenir en temps et en heure et éviter de devoir intervenir dans l'urgence quand la route s'effondre déjà. Donc c'est aussi un travail de fond qu'on essaye de mener pour collaborer avec les différentes structures et qu'ils soient du coup au fait de à quoi ressemble un terrier, parce que souvent ils en ont connaissance mais ils ne se posent pas forcément la question lors des inventaires. Et donc voilà, c'est vraiment un travail de fond qu'on essaye de faire et qui commence à payer. Oups. Comment est fait le rebouchement ? Hop. Là, le complément, du coup on y viendra, mais en fait tout dépend de... Non, pas de souci. Tout dépend de la situation. Par exemple, dans les vignes, dans le vignoble, ce qui est souvent utilisé, en tout cas les viticulteurs chez nous, ce qu'ils préfèrent, ça va être de reboucher les galeries avec de l'eau et de la terre fine en fait. De prendre une citerne, de mettre l'eau et de faire couler la terre légèrement avec de l'eau. Après, il y en a qui vont utiliser des mini-pelles sinon, mais pour déconstruire entièrement la galerie et la reconstruire. Et après, pour tout ce qui est infrastructure, souvent c'est plutôt de l'injection en fait de béton, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, pour ce qui est service route et donc SNCF Réseau, c'est surtout ça, quoi. Le problème, c'est qu'on injecte des litres et des litres de béton dans la structure, c'est pas top. Voilà. D'où le problème aussi de répétition, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est même si on détruit des animaux, 2 ans plus tard on a le même problème, donc en fait il faut recombler les terriers, c'est aussi un coût et c'est surtout, comme dit, beaucoup de béton injecté systématiquement, quoi. Donc le but, c'est de trouver des solutions alternatives à ça. Et en fait, lorsque, donc, comme je disais tout à l'heure, on peut évacuer le terrier, etc. Mais parfois se pose la question du site de substitution. Donc en fait, le site de substitution, on s'en rend compte souvent, c'est-à-dire qu'on va faire partir les blaireaux et on va voir que systématiquement ils vont revenir sur le site. Et donc ça signifie qu'ils n'ont pas forcément d'endroit dans leur territoire qui correspond à l'installation d'un nouveau terrier. Et donc se pose la question de savoir où ils peuvent s'installer. Donc avec SNCF Réseau, on a décidé de créer un terrier artificiel. C'est une méthode qui est utilisée de manière fréquente aux Pays-Bas, qui est un des pays pionniers en fait, sur le traitement de ces problématiques.
En gros, l'espèce aux Pays-Bas est protégée depuis, si je ne me trompe pas, 1949. Et ils créent des terriers artificiels pour pallier à ces problématiques, puisque, bon, comme tout le monde le sait, aux Pays-Bas, il y a des digues, etc. Puis même, ils ont des routes, des remblais SNCF comme chez nous, donc ils doivent bien trouver des solutions. Et donc, ils créent des terriers artificiels lorsqu'ils ont besoin de déloger un clan d'un secteur. Eux, ils font ça depuis la fin des années 80. Donc, ils ont vraiment un retour d'expérience solide sur lequel on peut s'appuyer et qui nous permet vraiment de pouvoir développer ça de manière sereine en France. Donc, SNCF Réseau a accepté de nous suivre dans ce projet. Donc, comme je le disais, la première chose qu'on a fait sur ce projet-là, c'est donc de faire un retour d'expérience. Donc, on est allé aux Pays-Bas rencontrer du coup nos homologues pour voir comment ils créaient ces terriers artificiels, dans quelles circonstances, leur demander conseil aussi pour pouvoir l'appliquer au mieux en France. Et ensuite, on a fait du coup l'étude de faisabilité sur un des sites de Sondofen. Alors oui, du coup, donc avec ma collègue Valérie Crouvesier, qui est dans la direction territoriale Alsace, on a essayé déjà de persuader nos collègues qu'il fallait essayer de chercher d'autres techniques alternatives, puisque comme on vient de le voir, boucher les trous, c'est pas forcément une solution puisqu'ils reviennent. Utiliser les trappes anti-retour de même, ils reviennent. Et donc on leur a parlé de ce que nous avait dit la LPO sur l'expérience aux Pays-Bas et de l'idée de faire un terrier artificiel. Alors il a déjà fallu faire accepter l'idée, ce qui n'a pas été simple. Après on s'est dit, bon, on va lancer une étude de faisabilité pour voir si ça marche, mais il faut aussi trouver des emprises disponibles. Donc il y a eu une étude sur 3 sites où il y avait la présence de blaireaux. On a été voir les communes. Une des communes, donc à Sondofen, nous a mis à disposition un terrain communal qui était juste à côté de notre voie ferrée. Parce qu'évidemment, faire le terrier artificiel dans nos emprises, on ne pouvait pas, elles ne sont pas assez larges. Donc la commune nous a mis à disposition le terrain. Il a fallu aller concerter avec les exploitants agricoles à côté, puisqu'il y avait des plantations de maïs à côté. Donc l'agriculteur ne voyait pas ça d'un très bon œil au départ, le fait qu'on vienne installer un terrier. Bon, finalement, au bout de plusieurs séances de concertation, il y a eu un accord. Donc on s'est lancé là-dedans. Il y a eu la conception donc, du terrier avec la LPO Alsace, la préparation du dossier de consultation, puis la réalisation donc, des travaux qui ont été faits en octobre 2020. On partait vraiment avec une idée donc, des modèles qui nous ont été faits. On ne savait pas si ça allait marcher. Donc chez nous... Autant vous dire que les agents, ils disaient « mais c'est quoi cette connerie, aller faire un terrier, pourquoi on n'utilise pas les trappes anti-retour ?» Donc on a expliqué, et en même temps, les agents de terrain qui tous les jours sont confrontés à la situation, le disaient eux-mêmes. Oui, en fait, ils reviennent, c'est vrai. Et on injecte des litres de béton, ça nous coûte cher aussi. Et finalement, si vous trouvez mieux, pourquoi pas tenter. Donc on a profité du fait qu'il y a un statut un peu particulier en Alsace aussi pour lancer l'expérimentation terrier artificielle en Alsace. Donc moi je suis basée en national, donc l'idée c'est de faire un retour d'expérience sur ce qui est fait là et pouvoir en parler ailleurs dans les autres régions. C'est ce que j'ai fait, donc là j'en parlais pas plus tard que tout de suite à Laetitia avec deux collègues en Ile-de-France et puis sur la SGV Atlantique qui sont intéressés pour peut-être lancer une nouvelle initiative. Donc voilà, ça commence à prendre. Donc peut-être tu peux parler du suivi, Laetitia. Oui, alors là j'avais mis un peu les différentes étapes, mais on va vous montrer quand même quelques petites photos pour que vous compreniez mieux un peu le secteur. Donc là c'était la problématique initiale, donc on a une belle vision sur le remblai avec le train qui passait. Et donc le terrier, bon là on voit juste un des creusements sur la photo de droite, à gauche. Il y avait en tout 9 creusements donc, dans le remblai ferroviaire qui posaient problème. On a eu en gros quand même un certain avantage sur cette situation, c'est qu'en fait le train est un train de marchandises qui ne passe que... Trafic fret, oui. Ouais, c'est ça, qui ne passe que 2 fois par jour si je ne me trompe pas. Et donc on n'était pas dans l'urgence de la situation de devoir intervenir tout de suite. Et c'est aussi pour ça qu'on avait choisi ce site, puisqu'il n'y avait pas d'urgence, et donc on avait le temps de contacter la commune, les agriculteurs, de se mettre d'accord sur, enfin voilà, d'avoir le retour d'expérience des Pays-Bas, etc. Donc c'est aussi pour ça que ce site a été choisi initialement, puisqu'on n'était pas du tout dans l'urgence. Pourtant la voie était sérieusement, enfin l'affaissement était vraiment visible à l'œil nu, quoi. Donc il y avait vraiment une nécessité d'intervention sur le long terme sur ce site. Pour avoir un petit visuel de la cartographie, je sais pas si tu veux. Donc le terrier initial était là, situé sur notre emprise ferroviaire, donc sur le déblai.
et la parcelle communale est ici. Donc on a fait vraiment le terrier artificiel au plus proche du terrier initial. Et on a mis des clôtures, donc du coup, pas des clôtures, pardon, du grillage sur le remblai de part et d'autre du terrier initial, pour vraiment, s'ils voulaient revenir, qu'ils viennent vraiment à l'endroit du nouveau terrier. En fait, le concept d'un terrier artificiel, c'est pas plus compliqué entre guillemets que pour les oiseaux. C'est vraiment juste de proposer comme si on avait des hirondelles, on enlève les hirondelles, on propose un nid d'hirondelles artificiel entre guillemets. C'est un petit peu le même concept, c'est juste que c'est un petit peu plus gros parce que c'est des blaireaux. Mais en gros, c'est vraiment le même concept. Si on veut les faire partir d'un secteur, mais du coup, il faut bien leur proposer un endroit où s'installer, sinon ça sert strictement à rien sur le long terme s'ils trouvent pas de site autre, quoi. Et réaliser le chantier avant de les déloger, évidemment, pour qu'ils puissent avoir le gîte prêt quand ils veulent revenir. Exactement. En gros, du coup, voilà à quoi ressemblent les plans du terrier artificiel pour que vous ayez un meilleur visuel. C'est donc des chambres. Donc là, il y a sur le petit carré, bon, je me permets de me déplacer, mais là, c'est la vue de dessus. Donc la voie ferrée est là, bien évidemment. Et en fait, on a choisi de faire un terrier artificiel qui était vraiment accolé sur la voie ferrée pour gagner de la place parce que, comme vous avez vu sur la carte, la parcelle communale était vraiment toute petite. Donc on ne pouvait pas faire une butte seule. Donc on a été obligé de la coller sur le remblai ferroviaire. Et c'est pour ça qu'on a posé du grillage, comme disait Anne aussi, pour protéger en gros entre la butte artificielle et la voie ferrée. On l'a protégé entre les deux pour pas qu'ils puissent traverser en gros sous la voie ferrée. On a donc mis 3 chambres parce que c'est selon le nombre d'individus estimés dans le clan qu'on choisit le nombre de chambres. Donc on a des estimations en Alsace qui sont environ de 4 individus, enfin 3-4 individus par clan. Donc on a mis 3 chambres, dont un complexe qu'on dit principal parce qu'il y a 2 chambres qui communiquent, et une chambre seule parce que chez les blaireaux, il y a souvent, par exemple pendant la période de reproduction, la femelle va mettre bas dans le complexe principal et donc les mâles ne sont pas acceptés là où il y a les jeunes qui sont élevés, donc se mettent à part. Donc on essaye de respecter en gros le secteur. Donc là voilà, vous avez des photos, de voir l'intérieur. Alors ça peut paraître un peu étonnant d'avoir mis du béton pour reconstruire les galeries. À la base, aux Pays-Bas, ils favorisent le grès qui est du coup plus naturel et il y a beaucoup moins d'odeur, mais le béton est un élément qui est aussi économiquement plus intéressant. Donc c'est pour ça que là ça a été choisi. Et donc on recrée la butte de manière à ce que les chambres soient sous un minima de 1,50 m de terre pour qu'il y ait, comme si c'était sous terre et qu'il y ait du coup une température stable tout au long de l'année. Et bien évidemment, c'est conçu de manière à ce qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau potable dans les chambres, vu qu'ils ne supportent pas l'humidité, ni d'infiltration d'air, puisqu'ils sont assez, on va dire, sensibles du coup à tout ce qui est courant d'air. Et le but, c'est aussi de pouvoir faire une butte dans laquelle ils peuvent recréer des galeries s'ils le souhaitent par la suite. Donc là, on a également mis en place un panneau de sensibilisation, parce qu'au début, juste après les travaux, comme vous pouvez remarquer, ça un peu visible, quoi, ça a tout rasé et tout refait. Mais en fait, ah oui, je voulais parler du suivi du coup. Donc en gros, quand on construit le terrier artificiel, on ne touche pas au terrier naturel pour les laisser tranquilles et leur permettre de découvrir par eux-mêmes le terrier artificiel. Il faut un minimum, c'est toujours selon les estimations des Pays-Bas, de 6 mois sans toucher au terrier naturel et sans déranger le clan. Donc pendant ces 6 mois, on est d'abord passé une fois par semaine pour surveiller le site et savoir si les animaux en fait le visitaient par eux-mêmes. Donc en fait, on met des branchages comme c'est sur la droite pour voir s'il y a du passage et du mouvement. Et il y avait aussi, on avait ratissé devant les gueules pour voir, devant les buts en béton, pardon, pour voir s'il y avait des empreintes, etc. et du passage. Donc on passait d'abord toutes les semaines, puis on est passé à toutes les 2 semaines pendant les 6 premiers mois, pour s'assurer qu'il y avait une visite. Les blaireaux sont venus visiter très très rapidement le terrier artificiel, si je ne me trompe pas, au bout des 2 semaines après la construction, malgré les odeurs du béton, etc., de la construction, auxquelles ils sont normalement sensibles. En fait, ils ont direct visité le terrier. Donc c'était vraiment très positif pour eux. Et donc là, quelques petites preuves de l'utilisation de ce terrier artificiel par les blaireaux. Donc sur la gauche, on voit la coulée typique sur la buse qui est sur la buse à gauche, la coulée typique du blaireau qui est légèrement en virgule et qui du coup montre son utilisation par les animaux. Donc on voit que le train n'est vraiment pas un problème au niveau de la vibration, du son, etc. Ils ne sont pas vraiment sensibles, ça ne les dérange pas du tout.
Et du coup, au centre, vous avez l'empreinte de blaireau qui sort, enfin il y en a plusieurs, mais qui sort du terre artificiel. Donc ça aussi, c'était la preuve ultime que les animaux utilisaient bien le terre artificiel de manière constante. Et donc, après ces 6 mois, le terrier naturel a été évacué, donc on a mis du répulsif. Mais en fait, naturellement, les animaux avaient déjà commencé à les déserter par eux-mêmes sans qu'on intervienne dessus. Mais bon, on est quand même intervenu par principe pour s'assurer qu'il n'y ait vraiment aucun animal qui s'installe avant le comblement. Et ensuite, du coup, SNCF Réseau a bien évidemment injecté le béton, sécurisé avec du grillage. Et suite à ça, on continue de suivre le secteur, donc c'est-à-dire tout le remblai ferré est suivi de manière, enfin c'est environ tous les mois et demi, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de récidive, qu'il n'y ait pas de nouvelles tentatives, que les blaireaux utilisent toujours le terrier artificiel. Et pour l'instant, donc ça fait 2 ans maintenant, il n'y a eu aucune récidive dans le remblai ferroviaire, et les blaireaux, j'y suis encore allée il y a 2 semaines, utilisent toujours le terrier artificiel de manière constante. Donc pour l'instant, même si ce n'est qu'un début, on est sur des notes vraiment positives de ce projet. Et on va poursuivre le suivi puisque... Voilà. Décembre maintenant, c'est un peu plus sympa déjà. Enfin, c'était cet été, mais du coup c'est plus végétalisé et du coup intégré au paysage, quoi. Et donc on veut continuer le suivi évidemment sur plusieurs années pour voir l'efficacité à moyen long terme. Exactement, le but c'est vraiment d'utiliser ce site comme site pilote de référence entre guillemets pour pouvoir aussi le proposer dans d'autres situations. Nous on a déjà en Alsace des demandes pour le service route qui a des problématiques qui ne se résolvent pas à l'aide de répulsifs, etc. Et de fait on a déjà d'autres demandes qui sont en cours. Mais là, oui, sur la photo, parce qu'il y a quand même les agris qui sont en compte, parce que c'est quand même une problématique, on voit que le maïs est vraiment collé, quand même, du coup, du terre artificiel. Et donc, j'ai vu l'agri il y a 2 semaines qui, à la base, était très sceptique sur cette problématique, qui se plaignait du coup des dégâts de consommation du maïs par le blaireau. Il faut savoir que c'est souvent de la confusion avec le sanglier, puisque le blaireau préfère vraiment le maïs en lait, et pas le maïs, du coup, quand il est plus mûr. Et en fait, il n'a constaté aucun dégât. Et en effet, même moi qui suis passée tout au long de la saison, il n'y a eu aucune consommation du maïs par le blaireau sur sa parcelle, qui est pourtant collée juste devant le terre artificiel. Donc c'est vraiment une preuve qu'il y a possibilité de cohabitation aussi avec les agris sur ce sujet, quoi. Donc voilà, on a essayé de faire un peu court. Si vous avez des questions, bien sûr. Merci pour la présentation. Moi j'avais une question, alors je ne suis pas hyper calé sur l'écologie du blaireau, mais je pensais qu'il était capable de réaménager un peu son terrier, de recréer des chambres, de les agrandir ou pas. Du coup, ce côté très figé de la construction, est-ce que c'est quelque chose dont on sait que ça ne l'embêtera pas, ou est-ce qu'on peut présager que dans quelques années, le terrier ne sera pas assez grand, les chambres ne seront pas assez grandes, ne lui conviendront plus? Alors, oui, c'est pour ça que la butte a été construite quand même assez grande et grosse, pour qu'il puisse quand même reconstruire des galeries de manière naturelle, parce qu'en effet, c'est à la base, c'est un terrassier, donc il a besoin, c'est aussi je pense que c'est presque un loisir parfois pour certains blaireaux de creuser, quoi. Et donc en effet, la butte est censée avoir été créée de manière suffisamment grande pour qu'ils puissent creuser à leur guise. Mais par exemple, quand on est allé aux Pays-Bas voir des terriers qui donc avaient 20-30 ans, en fait, ils les agrandissaient soit sur le long, ils les agrandissaient en rajoutant de la terre pour essayer de le restabiliser et de l'agrandir, quoi. Donc en effet, potentiellement, dans 10 ans, il faudra peut-être se poser la question de légèrement reconstruire, entre guillemets, remettre un peu de terre pour qu'ils puissent continuer à pouvoir construire leur galerie à l'intérieur. Mais en effet, c'est une question qui se pose, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin du suivi de long terme pour voir comment ça évolue, etc. Donc là, en effet, je suis assez d'accord sur le fait que c'est très figé et normalement ça ne correspond pas à leur biologie, mais je pense que ce sera quelque chose qu'on verra plus sur le long terme. Et oui, juste pour compléter, ce qu'on s'est dit après coup, c'est qu'on avait oublié de mettre un dispositif pour pouvoir mettre une caméra à l'intérieur, pour voir comment il se comporte, et ça c'était, on n'y avait pas pensé forcément, et si on en refait un autre, on essaiera de faire ça pour voir justement comment il se comporte, et peut-être adapter, là c'était une première, hein, vous avez bien compris que c'était un test, donc voilà, on verra pour adapter. Merci pour la présentation. Aurélia de FN Neurone. Et je voulais savoir si on avait une approximation du coût des mises en place pareil. Nous, c'est vrai que la médiation sur le blaireau, c'est
bien 80% de nos sollicitations, donc ça nous intéresse particulièrement. Alors là, je vais vous donner les coûts, les coûts de cette expérimentation. Donc c'est pas un coût évidemment fixe qu'on pourrait déployer ailleurs, parce que ça coûtera forcément moins cher la deuxième fois. Il faut aussi préciser que nous, au niveau SNCF, on est très contraints au niveau sécurité ferroviaire. Donc on a tout un accompagnement, on a de la maîtrise d'œuvre qui alourdit largement le système par rapport à si on le fait sur une digue ou chez un routier. Là, l'affaire nous a coûté 60 000 € au total, sachant que le terrain nous a été fourni par la commune. Donc on n'a pas eu à faire de l'acquisition de commune. Donc sincèrement, ça paraît énorme, mais pour nous, quand on essaye de faire des petits calculs avec ce qui se passe ailleurs, et les litres de béton qu'on met pendant plusieurs années, les ennuis que ça nous fait, les ralentissements de train, parce que des fois on est obligé de mettre des limitations temporaires de vitesse pour certains trains, c'est pas à l'échelle. Enfin, pour nous, c'est quelque chose à développer. Maintenant, il va falloir que j'arrive à le faire passer dans les référentiels techniques. Et ça fait partie de mon travail au niveau de la direction centrale, de le mettre comme une solution. Parce qu'aujourd'hui, j'avais mis une petite phrase, voilà, mais on me dit, oui, bah attends, fais-en déjà un, montre-nous que ça marche et on verra après. Donc là, aujourd'hui, ça marche, on est content. Merci Laetitia pour le suivi. Et du coup, il va falloir passer à la vitesse supérieure, de l'intégrer dans les référentiels. En fait, comme disait Anne, parce qu'on travaille aussi avec le service route là, qui vient de nous demander donc d'en créer un sur un terrier qu'on suit depuis 2015 et où la problématique n'est pas résolue à l'heure actuelle de manière pérenne, on va dire. En fait, oui, comme elle dit, il y a aussi la contrainte ferroviaire qui fait qu'il faut que ce soit une entreprise spécifique, etc. Si, par exemple, sur les services routes, ils ont le matériel nécessaire pour... ils ont souvent des machines, des pelleteuses, etc. qui puissent ramener la terre. Et de fait, ça réduit vachement les coûts. Mais de toute façon, c'est aussi à adapter au site. Ça dépend de la taille du terrain artificiel. En fait, c'est un peu délicat de savoir. Et puis là, il y avait une grosse partie aussi qui était dans l'étude, recherche. On est allé aux Pays-Bas. Voilà. Donc il y a quand même tout ça à prendre en compte du fait que le prochain terrain artificiel ne coûtera sûrement pas ce prix-là. Mais il y a aussi le fait que les comblements, pour avoir discuté aussi avec les services routes, leur coûtent souvent plus cher que ça. Et donc là, c'est une fois, logiquement, qu'on est censé le faire, alors que du coup, les comblements sont systématiques et peuvent être répétés tous les 2 ans. Et du coup, au final, il y avait aussi un côté économique, entre guillemets, pour le long terme, pour ce genre de structure. J'ai oublié de préciser que le coût intègre évidemment les grillages qui sont posés aussi, et puis le comblement, ça intègre la totalité, y compris leur mission d'assistance, la rédaction des cahiers des charges et tout ça. Clovis du groupe Magique Breton, je voulais savoir ailleurs en France comment ça se passait. Enfin, comment la SNCF gère, quoi. Et bien aujourd'hui, on gère comme on peut, on met des trappes anti-retour, on met des dispositifs olfactifs qui ne marchent pas, on revient sans arrêt, on met des limitations temporaires de vitesse, on injecte du béton. Certains de mes collègues un peu indélicats dans des temps plus reculés, faisaient appel aussi à des personnes pour les déloger. Voilà, c'était pas forcément toujours fait, je pense, dans les règles de l'art. Donc voilà, aujourd'hui, on est passé vraiment à autre chose. Tout le monde, il se développe, hein, nous, on en a plein partout. Il aime bien les remblais ferroviaires parce que voilà, c'est assez meuble. Et donc, il faut vraiment qu'on trouve une solution. Voilà. On voulait montrer que ça marche. Après, c'est compliqué. Hein. Il faut de la concertation locale, ça se met pas en place forcément facilement. Il faut avoir de l'emprise. Alors ça, c'est le plus compliqué, hein, avoir un terrain. Si on a des gens qui ne veulent pas donner leur terrain ou si on est obligé d'acheter, ça renchérit le coût du projet et ça ne va pas forcément être faisable partout, quoi. Et c'est pas une solution d'urgence. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des agents qui surveillent partout en France. Alors, ils ne surveillent pas le blaireau, hein, ils surveillent les voies. Okay. Donc, en fait, on a des appareils, donc on a des trains spéciaux qui font de la mesure du rail, hein, du niveau de voie. Donc, dès qu'il y a des affaissements, il y a des signalements. L'engin passe tous les jours, hein, pas tous les jours sur la même ligne, mais je veux dire, il circule partout en France. Il envoie des dépêches quand il y a une situation d'urgence ou dès qu'il y a un affaissement. Là, ça déclenche une visite terrain. Donc là, nos agents terrain vont voir ce qui se passe. Et là, soit c'est un blaireau, soit ça peut être une autre origine, hein, une inondation, un fontis. Enfin voilà, il y a plein de causes. Et quand c'est un blaireau, ils essayent de trouver des solutions.
Alors, si c'est un phénomène d'urgence, on fait du comblement direct, si c'est du ralentissement de vitesse. Si c'est un peu moins urgent comme là, voilà, on se pose des questions. Et là, l'idée, moi, c'est d'anticiper. Là, on est en train de recenser tous les endroits où il y en a. Je fais pas mal de communication en interne sur cette expérience et pour leur dire, essayons de réfléchir en amont, essayons d'aller voir sur les sites si c'est réalisable, si c'est faisable, prenons le temps de trouver la bonne solution. Oui, j'ai une question technique. Je voulais savoir si, au niveau des regards, vous avez fait des ouvertures pour qu'ils puissent agrandir à l'intérieur même du paysage et des regards, ou si ça n'a pas du tout été fait pour agrandir finalement ce qui lui a été proposé. Et aussi un point d'information, dans le cadre de la LGV Grand Est, à l'époque RFF, on a fait un artificiel alors en Meuse, du coup avec le GEML, qui n'a jamais été suivi, mais donc on y est repassé là 10 ans plus tard et il semble être utilisé. Donc voilà, il y a peut-être un retour d'expérience à faire. Alors c'est pas du tout sur le même fonctionnement. Alors pour la réponse à la première question, en fait non, il n'y a pas eu de regard, ça aurait pu se construire, mais là c'était vraiment un peu trop petit. Et le problème ça aurait été que le regard était vraiment trop côté voie. Donc c'était pas idéal au niveau structurel, c'est pour ça qu'on a préféré faire une butte un peu plus grosse et au pire ils font de nouvelles galeries quoi. Et pour le deuxième terre artificiel, en effet il existe en fait 3 terres artificiels en France. Donc il existe celui que tu as mentionné, qui a été construit mais de manière différente, c'est-à-dire que c'était plutôt une mesure compensatoire de la LGV, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de suivi, etc. Apparemment il est utilisé en taille secondaire, puisque le plan ciblé était quand même beaucoup plus loin. Et le deuxième terre artificiel qui existe est en fait en Alsace aussi, et a été construit en 2015 sur une problématique des digues qui était aussi fait par notre pôle médiation, mais la situation était vraiment très différente, etc. Et du coup, le retour d'expérience n'était pas adaptable, entre guillemets, au service ferroviaire. Mais en effet, il en existe 3 en France, et 3 dans le Grand Est. Juste un petit complément sur LGV Est, effectivement, moi je m'étais renseignée auprès de mes collègues. Il a été suivi pendant le temps du bilan environnemental de la ligne. Depuis, il ne l'est plus. Et effectivement, comme précisait Laetitia, c'est une mesure compensatoire. C'est un peu différent du contexte de phase d'exploitation comme ça. Donc on va effectivement essayer de creuser maintenant dans le mauvais sens du terme pour avoir du retour d'expérience. Eh bien merci, on va passer au deuxième intervenant. J'ai envie de Frédéric Leblanc. Bonjour à vous. Donc cette fois-ci j'interviens en tant qu'agent EDF pour vous faire part des actions de médiation au sein de EDF Hydraulique sur différentes problématiques. Alors, il y a un certain nombre de sollicitations liées à la faune sauvage au sein de l'exploitation hydroélectrique des barrages à EDF Hydro, qui sont hors du contexte réglementaire. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, un petit peu comme pour la SNCF, d'opérations de maintenance, de travaux qui donnent lieu à des études préalables à ces chantiers et sur lesquels on est dans un cadre réglementaire. Donc là, moi je me place bien dans le cadre des rencontres qui ont lieu aujourd'hui où on parle de médiation. Il ne s'agit pas de dossiers d'autorisation, dérogation espèces protégées liées à des chantiers ou des choses comme ça. On est bien dans le cadre d'une médiation qui est liée à l'exploitation courante des aménagements. Pour donner un ordre d'idée, en France, il y a à peu près 600 barrages gérés par EDF. Il y a d'autres propriétaires de barrages en France, bien évidemment. Et ça représente aussi à peu près 400 usines qui peuvent être associées à ces barrages hydroélectriques. Alors vous voyez que la grande majorité, bon c'est peut-être pas très visible pour ceux qui sont au fond, vous voyez sur le nombre d'appels que nous avons, les 3/4 concernent les chiroptères. Les autres appels ou les demandes qu'il peut y avoir, ça peut être sur la loutre, sur le castor. On doit avoir un cas de blaireau que je n'ai pas recensé, parce qu'il est un petit peu plus vieux. Les musaraignes aquatiques, paradoxalement. Et ça, c'est un petit peu la demande des agents de l'OFP, par exemple, pour des problèmes de marnage ou d'éclusée sur nos aménagements. Mais la majorité des cas, c'est lié à des problématiques de chauve-souris. Et je vais vous montrer différents types d'exemples d'opérations de médiation qui ont été menées sur des aménagements hydroélectriques.
Alors là, je vous ai mis uniquement les appels que j'ai reçus entre 2016 et 2022, mais je vais vous faire un petit historique là-dessus. J'avais déjà un peu en partie présenté en 2015, mais je pense que certains d'entre vous n'étaient pas présents. Alors vous voyez, je remonte, certains n'étaient peut-être pas nés. Plaisanterie mise à part. Effectivement, cette problématique au sein des aménagements hydroélectriques, elle remonte à 1999, où le directeur du service environnement à l'époque, qui était basé à Limoges, m'avait contacté, où j'étais donc médiateur faune sauvage au sein de Limousin Nature Environnement, pour des problèmes de chauves-souris et de salubrité sur leurs aménagements, puisque ça entraînait la corrosion de certaines canalisations. Le fait que ces colonies de chauves-souris soient présentes dans les aménagements EDF leur posait problème, principalement par rapport à ça. Et à l'époque, que ce soit les services de l'État, les services administratifs ou autres, il n'y avait pas de réponse. Et donc, c'est vrai qu'ils avaient apprécié le fait qu'il y ait en région un interlocuteur qui était donc le médiateur faune sauvage, qui pouvait répondre à leurs questions. À l'époque, donc, c'était l'association LNE qui pilotait ça, et puis ce sont, on vous l'a dit avec Antoine Roche tout à l'heure, des activités qui ont été reprises par la LPO Limousin et le GMHL pour la médiation faune sauvage en Limousin. Donc il y avait différentes solutions qui étaient envisagées à l'époque et on essayait de faire un petit peu au moins cher. Je pense que ça fait un petit peu partie des réflexions qu'on a au sein de la médiation. On nous demande certes d'avoir de la compréhension des problématiques, mais aussi de trouver des solutions réalistes et envisageables. Donc à l'époque, on avait testé des systèmes de bâches. Alors vous imaginez sur des barrages qui font parfois 20, 30 mètres, 60 mètres de haut, c'est un petit peu compliqué. Il y a des problèmes de turbulence, de vent, etc. Il y a des problèmes de tenue aussi de ces bâches sur un génie civil dans lequel qui est très contrôlé, un petit peu comme les lignes SNCF. Et donc ça a fait l'objet, on le verra tout à l'heure, d'un contrat Natura 2000 qui a donné plus de moyens par rapport à l'action médiation première qui avait été sollicitée par EDF. Par contre, ça aboutit à une convention d'accès aux ouvrages hydroélectriques. À l'époque, en 1999, les ouvrages EDF n'étaient pas aussi fermés qu'aujourd'hui. Je vous rappelle le World Trade Center, le 11 septembre 2001, où là, les aménagements en fait en France ont été fermés avec le plan Vigipirate. À l'époque, les naturalistes, en gros, ils escaladaient les grillages, les clôtures autour des aménagements hydroélectriques, et ils allaient compter les chauves-souris à l'intérieur des barrages, sans demander toujours l'assentiment des agents EDF. Aujourd'hui, c'est guère possible, et vous risquez d'avoir des gros problèmes avec la marée chaussée. Donc, ces premiers contacts, finalement, liés à un problème de chauves-souris à l'intérieur d'aménagement, a abouti finalement au fait que EDF et le monde associatif ont appris à se connaître et aussi à, entre guillemets, éviter que ce type de resquillage ou d'intrusion dans les aménagements de la part des naturalistes se fasse de manière un petit peu sauvage. Donc ça a permis aussi de réguler finalement ce type de pratique qui entre nous n'était pas très correcte et qui aurait pu aboutir aussi à des accidents parce qu'on ne connaît pas les aménagements hydrauliques donc ça aurait pu, en termes de responsabilité pour le monde associatif, apporter des problèmes. Donc c'est aussi un des autres aspects, le fait de bien se connaître entre acteurs, ça permet aussi d'aboutir à des conventions d'accès, permettre de connaître mieux aussi les chauves-souris qui sont présentes dans les aménagements, et on va voir ultérieurement que finalement cette première convention en France, puisque c'était la première fois que ça se faisait en France, a finalement essaimé. Donc par rapport à la première problématique que je vous ai abordée, donc ça aboutit, mais seulement en 2010, à un premier contrat Natura 2000 sur la vallée de la Creuse, donc qui est situé donc, dans le département de la Creuse, presque limitrophe avec le département de l'Indre, à un contrat Natura 2000 où il s'agissait de mettre en protection les installations EDF vis-à-vis des éjections de chauves-souris, et c'était principalement des murins de 2 pantons
et des grands murins qui étaient installés dedans, et pour les parties on va dire extérieures, et des petits rhinolophes à l'intérieur des bâtiments usines. Donc on a eu différents types d'engagements, certains rémunérés, d'autres non. Donc dans un premier temps, effectivement, il y a eu un diagnostic initial, il a fallu aller compter les animaux. Je vous les ai mis pour que vous vous rendiez compte aussi quelle est la part finalement un petit peu du bénévolat et qu'est-ce qui va être financé dans ces actions de médiation. Il y avait différents engagements, hein, le fait pour EDF par exemple de ne pas aller déranger les animaux, de ne pas utiliser de produits toxiques, etc. Permettre l'accès aux ouvrages. Alors comme je vous l'ai dit, maintenant avec Vigipirate, on ne pénètre pas comme ça dans les aménagements, donc ça suppose de mettre à disposition un agent EDF qui va accompagner les naturalistes pour aller faire les inventaires, et aussi donc réfléchir à des solutions ensemble. Et puis ensuite, donc ça a été, et on va voir une photo, des installations qui ont été financées par EDF et installées. Alors, le coût de cet aménagement, vous voyez, était de l'ordre de 17 000 € avec des financements EDF, mais aussi dans le cadre d'un contrat Natura 2000 avec des fonds européens et des fonds du ministère de l'Environnement à l'époque. Voilà le type d'aménagement. Et donc les chauves-souris sont situées, alors soit dans le bâtiment usine qui est situé ici, où les chauves-souris rentrent par là, et après dans les poutres qui sont plus hauts ici, puisque là vous avez une vanne de restitution là, du débit réservé, et donc les crottes tombaient sur cette vanne, et vous voyez qu'elle est prise dans un bâti bétonné, et qu'il est compliqué d'interchanger cette vanne, ce tuyau, et ce qui posait bien des soucis à EDF. Donc voilà les chauves-souris sur les poutres, hein. Donc elles sont très hautes, hein. On ne les distingue pas bien évidemment, mais c'est pour vous rendre compte de la hauteur du bâtiment, hein. Parce que là ça fait plus de 20 mètres hein, quasiment. À l'intérieur, donc en bas, vous avez donc cette galerie qui est assez importante, et donc il a été décidé de mettre un plexi au-dessus de la vanne, qui peut être lessivé ou nettoyé facilement, et sans que la corrosion puisse se faire sur le tuyau de la vanne de fond et de restitution. Et à l'intérieur du bâtiment, comme les petits rhinolophes et les grands murins se mettaient au-dessus des escaliers, ça posait des problèmes de sécurité pour les agents qui pouvaient glisser dessus, parce que c'était relativement humide. Et donc il a été décidé de mettre, vous voyez, un toit en plexi au-dessus, dans le cadre de ce contrat. Alors dans le cadre de cette convention, je vous ai dit que ça avait abouti au-delà du simple contrat et de la gestion de la résolution de ce premier problème lié à des chauves-souris dans un ouvrage. Donc ça a permis de faire avancer la réflexion et de trouver des solutions et de visiter finalement les 17 ouvrages qui étaient présents donc, sur la vallée de la Creuse et de la Vienne, ainsi que la vallée de la Dordogne. Et donc on s'est aperçu que les chauves-souris étaient bien présentes, hein, dans la majorité des ouvrages. Il y avait bien des chauves-souris, donc ça représentait, vous voyez, un peu plus de 600 individus à l'époque, 11 espèces présentes, avec soit des espèces qui étaient présentes en période de reproduction, soit en période d'hibernation, parfois les deux. Et évidemment, les conseils qui ont pu être dispensés à EDF n'étaient pas les mêmes. La sensibilisation des agents qui pouvaient être faits donc en groupement d'usines n'était pas du même ordre. Si on avait des chauves-souris en reproduction, évidemment, c'était en période estivale, et dans ces cas-là, donc il fallait organiser des visites, vous voyez, 2 fois par an, soit en été, soit en hiver. Et puis il y avait un rapport annuel qui était rédigé donc, par l'association, puisque c'est le GMHL qui avait pris la suite dans le cadre des conventions qui avaient été signées. Et puis bien sûr une information diffusable aux agents qui était prodiguée chaque année. Et ça s'est fait aussi via des documents de communication, notamment ces panneaux sous forme de kakémono. C'est vrai que j'aurais pu les amener aussi, et puis je crois que vous les avez en copie au GMHL. Donc ce sont des panneaux qui étaient disposés dans les usines et qui tournent dans les différents aménagements au sein d'EDF et qui expliquent un petit peu la vie des chauves-souris
leur intérêt, où est-ce qu'elles se situent dans nos aménagements. Donc c'est plutôt des documents qui sont appréciés et qui permettent aux agents de faire connaissance avec ces animaux et de les sensibiliser à cela. Ça a fait aussi l'objet de Nuit de la chauve-souris, lorsqu'il y a eu par exemple l'année de la chauve-souris en 2011-2012, d'opérations de communication aussi au sein d'EDF afin de mieux faire connaître ces espèces. Et puis, dans le cadre des opérations portées par le PNA, comme les refuges chauve-souris, certains sites ont engagé leur aménagement pour créer des refuges chauve-souris et donc s'engager pour garantir la tranquillité de ces animaux. Et donc c'était plutôt bien perçu puisque les relais que pouvait être par exemple le groupe mammalogique breton permettaient de suivre ces colonies et de garantir leur quiétude. Alors, quel était l'intérêt pour EDF dans le cadre de ces opérations de médiation? On peut dire que dans un premier temps, il y avait des choses qui ne changeaient pas. Les chauves-souris, elles étaient présentes, ça ne changeait pas grand-chose, engager une action de médiation. Le fait qu'elles soient toutes protégées, ça c'était connu des agents, ils savaient qu'ils avaient à respecter, donc il fallait qu'ils en tiennent compte. Par contre, on y voyait un certain nombre d'avantages. Déjà en termes d'image pour EDF, le fait qu'on respecte les chauves-souris, que les barrages soient compris comme des aménagements possibles dans lesquels les colonies peuvent être hébergées, c'était quelque chose qui était assez peu connu à l'époque. Dans le cadre des travaux dont je vous ai un petit peu parlé en introduction, ça peut être aussi le fait de connaître les structures associatives qui peuvent apporter une expertise préalablement à des chantiers. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est appréciable, puisqu'on est dans un rapport de confiance, et on sait que les conseils qui seront prodigués seront adaptés aux travaux qui peuvent être menés. Donc, je dirais bien sûr les bonnes relations, un clou souvent négligeable, le fait de prendre en compte les animaux à l'intérieur de ces aménagements, ça n'a pas forcément une charge très importante pour la gestion au quotidien de l'ouvrage EDF. Et puis, ça favorisait aussi parfois ponctuellement des engagements d'EDF dans le cadre des actions des PNA. Régionalement, EDF a parfois soutenu certaines initiatives dans ce sens. Par contre, il y a quelques contraintes, entre guillemets, qui me semblent acceptables. C'est le fait d'accompagner, comme je vous l'ai dit, les naturalistes pour faire ces comptages. On ne peut pas laisser quelqu'un divaguer à l'intérieur des bâtiments EDF. Il y a des questions de sécurité, des barres à haute tension à 400 000 volts. Si vous n'êtes pas habilité, vous n'avez pas le droit de rentrer dans ces bâtiments. Par contre, les chauves-souris, elles, peuvent très bien y rentrer et s'y installer. Alors, il peut y avoir besoin d'infrastructures. Donc ça, c'est vrai que c'est une contrainte. C'est-à-dire que parfois, il faut aménager une partie de certains ouvrages, soit mettre des grilles, soit mettre des battants sur des portes ou autres pour permettre le passage des animaux. Donc il y a un certain nombre de choses à faire. Et puis bien sûr, il faut que les agents acceptent de cohabiter avec ces chauves-souris. Et ça a été dit, je crois, ce matin, certains peuvent en avoir peur, même si c'est des gros costauds qui font 2 mètres et 120 kilos, ils ont peur des chauves-souris, certains. Alors, suite à cette première convention, donc, je vous ai dit qui remontait à 1999, il y a eu donc une certaine postérité à cela, puisque un certain nombre d'associations, sur la base de la première convention qui avait été signée avec EDF, ont essayé de reporter ça en région, et ça a abouti à un certain nombre d'opérations par la suite. Donc je vous ai expliqué le refuge à Refemel en Bretagne, dans lequel donc, on demandait de limiter un petit peu les visites, etc. Donc il y avait un certain nombre d'espèces qui étaient présentes, et puis on voyait fleurir bien sûr les panneaux, ce qui était toujours un petit peu surprenant. À côté de toutes les consignes de danger de mort, on avait le refuge à chauve-souris. Donc c'est vrai que ça intimait quand même une certaine retenue, voilà. Mais c'était bien affiché aussi. En ce qui concerne, donc, j'en ai fait la recension rapidement, mais on ne va pas s'éterniser parce que mon temps est compté.
Donc il y a eu un certain nombre d'opérations qui ont été portées parfois en local, je pense par exemple en PACA, sur le site de la Courbesse, dans les Alpes, donc par exemple dans la vallée de Romanche-Gavet, sur EPS, donc il y avait eu des échanges avec le GEPMA par rapport à la présence de chauves-souris dans des aménagements EDF. Sur l'unité de production centre, là, donc sur les vallées Loire-Ardèche ou bien Lot-Truyère, il y a eu des conventions d'accès également aux ouvrages qui avaient été signées et qui sont toujours en vigueur avec Chauves-souris Auvergne, avec la LPO Aveyron, en sud-ouest avec le Seine Midi-Pyrénées qui est devenu le Seine Occitanie. Nos collègues corses également n'étaient pas en reste sur les quelques barrages qu'il y a en Corse. Et puis, au niveau du thermique, il y a eu aussi des expérimentations particulières, puisque dans le cadre de la déconstruction d'une partie de cette unité de production thermique, donc au charbon, il y a eu un aménagement de fait ex nihilo en faveur des chauves-souris, donc sur Cordemais. Alors en termes de perspective, comment la médiation faune sauvage aujourd'hui peut être intégrée au sein du groupe EDF? Parce que vous savez, c'est quand même une grosse boutique, ça peut paraître anecdotique, et pour autant, on arrive à faire passer un certain nombre de choses en interne. C'est pas forcément toujours la sollicitation de l'externe qui permet d'aboutir à quelque chose, mais là en l'occurrence, ça a porté ses fruits. Et je vous dirai en conclusion aussi une petite anecdote. Ça peut être d'intégrer, et ça les grandes entreprises y sont assez sensibles, c'est tout ce qui est aujourd'hui appelé la RSE, donc la responsabilité sociétale et environnementale, et dans lequel les grandes entreprises aujourd'hui ne veulent pas être en reste. Alors c'est vrai qu'il y a un petit côté parfois greenwashing, mais malgré tout, je peux vous garantir que ça aboutit à des actions concrètes. D'une part parce que les grands groupes comme EDF, mais il y en a d'autres, il y a 90 entreprises aujourd'hui en France qui souscrivent à cela, souscrivent à ce qu'ils appellent les entreprises engagées pour la nature. Quand vous vous engagez à ça, donc c'est sous l'égide de l'OFB, donc vous vous engagez à faire un certain nombre d'actions en faveur de la biodiversité, de l'environnement, et je vais vous montrer l'exemple qui concerne entre guillemets les chauves-souris ou les espèces qui peuvent être concernées par la médiation faune sauvage. Et lorsque vous engagez dans ce type de processus de labellisation, vous avez après donc des organismes d'audit qui viennent donc auditer EDF et qui leur demandent dans nos process, dans nos travaux, dans nos métiers, comment est-ce que cette politique est mise en œuvre, et il faut que ce soit contrôlable. C'est pas seulement un affichage où on dit oui, salut, on va planter 3 fleurs devant le siège social d'EDF, et puis vous voyez, on est engagé pour la nature. Non, c'est-à-dire que dans nos métiers au quotidien, il faut qu'on prenne en compte le fait qu'il y ait des animaux dans nos aménagements, il faut que les différents corps de métier, que ce soit les exploitants sur le terrain, l'ingénieur, je fais partie, prennent en compte la présence de ces espèces animales dans la pratique au quotidien ou bien dans le cadre des chantiers que nous encadrons et que nous faisons réaliser pour la maintenance des ouvrages. Et si vous avez une mauvaise note à l'audit, et fortement, il faut mettre en œuvre des mesures correctives. Et ça a aussi une incidence pour les financements que peut obtenir EDF. C'est-à-dire si EDF souhaite financer des projets, vous avez ce que vous appelez des cotations extra-financières, et si ces engagements ne sont pas respectés, eh bien l'organisme qui vous prête de l'argent pour réaliser vos travaux, la maintenance ou les nouveaux projets, ne vous donne pas cet argent à un taux préférentiel. Donc il y a aussi une carotte financière qui peut être liée à ça. Oui, je suis la dernière diapo. C'est pas mal. Donc voilà l'action sur laquelle EDF s'est engagé, dans le cadre des actions engagées pour la nature. Alors il y en a 16 autres avant, je vous les passe. Et pour ceux que ça intéresse, en principe, c'est sur le site d'EDF. Donc le titre explicite, c'est favoriser la connaissance, la cohabitation et réduire le dérangement des espèces à enjeu sur nos sites. Et vous voyez que les chiroptères, les mammifères semi-aquatiques et autres font bien partie de ces actions. Et EDF s'est engagé à avoir une cible de 2, 4, 6 au fur et à mesure de sites sur lesquels il y aura des actions engagées là-dessus. Alors ça peut vous paraître peu,
mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un reporting qui soit fait, qu'il y ait un suivi qui soit engagé et des actions qui soient menées sur ces sites-là. Donc voilà, je dirais, en mode de conclusion, comme à quoi peut aboutir finalement la médiation faune sauvage. Vous voyez, on est parti d'un petit fait où finalement l'entreprise était demandeuse vis-à-vis d'une association pour trouver une solution aux chauves-souris à l'intérieur d'un aménagement. Et puis au fil du temps, et c'est la personne que je remercie là, c'est Didier Meurfeld, donc c'était le directeur environnement à l'époque à EDF Hydro, qui était convaincu qu'il fallait faire quelque chose et que l'entreprise s'investisse dans cette problématique de cohabitation avec la faune sauvage. J'ai été embauché à EDF, vous voyez, pourquoi tout est possible. Et ensuite, à l'intérieur de l'entreprise, ces engagements sont formalisés, sont intégrés, si vous voulez, à la politique RSE d'entreprise, et finalement, c'est bien intégré dans les gestes au quotidien et dans les modes de gestion au quotidien, je dirais, de la maintenance, des gestes métiers que portent les différents agents. Voilà, si vous avez des questions. Eh bien, bonjour à tous. On va continuer sur les chauves-souris. Il m'a fait peur, Frédéric, parce que quand il a marqué 20 ans d'expérience, je me suis dit, ça y est, il a pris mon sujet. Alors moi, c'est 30 ans d'expérience. C'était un excellent médiateur. Alors moi, je vais toujours vous raconter des histoires de chauves-souris sur la cohabitation avec ces petites bêtes. Alors je vais parler au nom du département du Cher. Alors dans le département du Cher, on est arrivé à 1600 colonies recensées en 35 ans. Enfin, on va dire 30 quand on a vraiment commencé à travailler sur les chauves-souris, de manière plus professionnelle. Alors moi, ce que je voudrais essayer de vous expliquer, c'est quoi médiateur? Qu'est-ce que ça sous-entend et quelles sont les capacités qu'il faudrait développer pour avoir des médiateurs qui soient vraiment au top? Alors, c'est vraiment un métier, c'est-à-dire qu'il faut plusieurs saisons pour être formé, pour être opérationnel, et d'expérience. Alors je vais beaucoup dire, je vous raconte un peu mes aventures. D'expérience, souvent on voit des structures qui embauchent un service civique, une stagiaire, qui les mettent au téléphone, et puis qui leur disent, ben maintenant à partir d'aujourd'hui, on est lundi matin, les coups de fil qui arrivent sur les médiations chauves-souris, et ben tu les règles. Ça ne marche pas du tout comme ça, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est-à-dire que ça crée des états dépressifs chez les gens qui sont obligés de répondre. Comme ils n'ont pas été formés, ils ne sont pas aptes à répondre aux personnes. Et la problématique de la médiation, c'est que plus on laisse le temps passer, plus le cas va être difficile à résoudre. Alors je vais prendre des exemples. Le dentiste, si vous allez chez le dentiste au moment où votre dent vous fait un peu mal, tout va bien, vous laissez pourrir pendant plusieurs semaines, et vous faites appel après au chirurgien dentiste, et c'est de pire en pire. Et plus vous faites attendre les gens, moins ça amènera de bonnes conclusions à l'opération. Alors, il n'existe pas de tuto pour répondre. Alors, j'en vois sortir de temps en temps, on me soumet de temps en temps des tutos sur style comment répondre à des personnes agacées. Alors, on peut faire des vraies formations là-dessus, mais le tutoriel de base me paraît pas fonctionnel parce que vous êtes confronté à une problématique qui est d'ordre environnemental, c'est-à-dire qu'il faut bien connaître les chauves-souris. Donc il faut savoir quel est le comportement de l'oreillard, de la pipistrelle, de la sérotine au sein de bâtiments. Et les bâtiments sont tous différents. Vous prenez les bâtiments du nord de la France, ils ne correspondront pas à ceux du sud. Donc ça veut dire que si vous délocalisez les personnes et qu'elles découvrent déjà, même si elles sont compétentes en chauve-souris, elles ne connaissent pas l'architecture des lieux, elles vont être un petit peu embêtées. Alors le tutoriel, on peut en faire, mais ce serait tellement de base, c'est-à-dire c'est répondre rapidement, être poli, dire merci, dire bonjour, et une base sur les chauves-souris, mais ça ne sera pas suffisant. Ce qu'il faut, ce sont des formations. Alors les formations peuvent être toutes petites ou très grandes. Les formations les plus intéressantes que j'ai connues, elles se déroulaient avec M. Peter Lina, qui est toujours de ce monde et qui travaille sur les chauves-souris, qui a un passif de 40 ans. Et lui disait, un bon médiateur est quelqu'un qui est capable de vendre des colonies de chauves-souris enragées. Parce que lui travaillait en Hollande, et en Hollande, le virus est endémique. Et il disait, quand on arrive à ça, c'est comme
karatéka 7e dan, c'est-à-dire qu'on est capable de résoudre à peu près n'importe quoi. Alors il faut savoir qu'on est quand même confronté à des animaux qui ont une fâcheuse tendance à être anthropiques, donc à s'infiltrer un peu partout, et que les nuisances évoquées vont du surréalisme total pour quelqu'un qui a vraiment envie de vous faire perdre 1 heure de votre temps, à des problèmes très concrets qui peuvent conduire carrément à la dépression ou à l'abandon du gîte. Je parle de l'humain, c'est-à-dire que l'humain quitte le gîte et les chauves-souris y restent. Le cas les plus typiques concerne surtout les sérotines. Alors, médiateur, c'est un métier, mais c'est un métier qui se décline en tout un tas d'autres métiers, alors qui vont de diplomate. Il faut de grandes capacités de diplomatie. Alors, il faut savoir avaler des couleuvres, se faire respecter en même temps, parce qu'il ne s'agit pas que d'avaler des couleuvres, et de faire passer aussi un message. Donc, le médiateur, son rôle de diplomate, c'est de faire le lien entre la bête et l'homme. Il faut en fait que l'homme finisse par ne plus détester les bêtes qui sont chez lui dans le pire des cas, et peut-être à s'y intéresser et aller de plus en plus loin dans une démarche. Alors moi, je fais beaucoup de rapports avec le médical, parce que je pense que c'est un métier qui est proche des métiers médicaux, c'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place de l'autre et surtout l'écouter. Si vous n'écoutez pas la personne qui vous appelle, vous aurez de moins bons résultats. C'est une forme de diagnostic. Et le bon médiateur ou la bonne médiatrice devrait être un peu comme les dispatchers des hôpitaux. Vous appelez maintenant, avant on appelait le médecin, maintenant ça ne marche plus, on fait le 15 ou on appelle l'hôpital, et en fonction de la personne qui est là, on va vous aiguiller vers le bon service le plus rapidement possible. Et chaque être humain, même pour un ongle incarné, il va être soigné par le meilleur médecin possible. On n'a pas envie d'être soigné, alors je ne dis pas les maladies graves, mais la personne qui appelle pour un problème de médiation sur des chauves-souris, il a envie d'avoir un pro ou une pro, et il a envie surtout d'avoir l'impression à l'oreille qu'il est en face de quelqu'un qui connaît le sujet. Donc je reviens à ma formation initiale, et de dire on ne peut pas former un médiateur en quelques heures. Alors il y a un petit côté démineur aussi, c'est-à-dire qu'il faut savoir juger de la problématique du cas et de savoir si on peut le résoudre facilement et si c'est un faux cas. Parce que des fois, on se retrouve avec des personnes qui définissent des problèmes qui n'existent pas. Alors quand on en est là, le côté psychologue, et là je repense à Frédéric et à son expérience initiale, c'est très important de connaître les humains et de juger. Alors on peut le faire à l'oreille, mais c'est encore mieux quand on va directement les voir. Et je pense qu'une bonne médiation démarre au téléphone et se finit sur place avec les propriétaires pour juger du phénomène réel, parce que souvent c'est une question d'odeur et de bruit, enfin sans vouloir paraphraser un ancien président qui parlait du bruit et de l'odeur, mais c'est vrai que c'est tellement concret qu'il faut mieux aller sur place, et c'est sur place qu'on se rend compte du cas réel ou pas. Alors là, je ne vous raconte que les cas les plus ennuyeux. Je ne vais pas faire une présentation sur la personne qui a 2 chauves-souris dans sa cave qui plantent du plafond, qui sont ravis et qui voudraient savoir ce que c'est comme espèce. Pour moi, ça, c'est pas une médiation. Une médiation, ça démarre à partir du moment où il y a un conflit d'usage, aussi léger puisse-t-il être. Et quand je disais écouter pour le diagnostic, c'est que on ne peut pas se mettre à la place des gens, mais c'est bien d'essayer aussi d'y être et de se dire, est-ce que moi je supporterais ce monsieur ou cette dame qui vient et qui me raconte quelque chose, est-ce que je supporterais la nuisance? Parce que des fois, la nuisance est quand même très, très forte. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir, puis il y a des métiers à risque. Boulanger, par exemple, il a besoin de se lever tôt, il a besoin de dormir tôt. Si son coucher correspond à l'envol des sérotines ou des pipistrelles, et que c'est des bêtes qui sont derrière des plaques au plâtre, c'est très compliqué. Donc il faut intégrer à peu près tout, et on finit dans les métiers avec prêcheur, confesseur, c'est-à-dire aller jusqu'à écouter des gens, et on gagne du temps et on perd du temps, c'est-à-dire que la notion de temps n'a plus de valeur. Alors moi je me suis fixé des délais, c'est-à-dire je me dis, un cas 20 minutes au téléphone, et après quand on va sur le terrain, là on ne sait pas, ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. En fait, la manière dont je travaille, c'est de dire aux personnes, si vous n'êtes pas content de ma prestation, je reviens. Ce qui engage quand même à des choses assez affreuses, parce qu'on peut revenir 10 fois chez la même personne, quand elle est à 50 km,
ça prend des proportions, donc plus la performance du médiateur ou de la médiatrice est bonne, plus on fait des économies d'essence, de temps, et ça c'est quand même important. Alors, je pense qu'on ne peut pas faire de la bonne médiation sans avoir un regard empathique vis-à-vis des personnes. Si vous détestez vos clients, entre guillemets, vous n'allez pas progresser. Il faut vraiment être à l'écoute, les entendre, et je reviens toujours là-dessus, c'est détecter les cas qui nécessitent vraiment une intervention, ou ceux qui sont liés à des personnes qui ont un mal-vivre, ça arrive régulièrement, des personnes qui sont toutes seules, donc ils trouvent qu'il n'y a plus de confesseur, justement, le médecin ne répond plus, et donc elles ont un problème de chauve-souris qu'elles inventent plus ou moins. Et ça, si vous arrivez à avoir quelqu'un qui est le dispatcher ou qui a une bonne compétence, quand on élimine ces cas-là, on en élimine un certain nombre de pourcents. Et puis dans la psychologie des gens, il faut savoir détecter aussi ceux qui ont vraiment un problème, qui sont infimes, mais qui ont un problème de phobie par rapport aux chauves-souris. Ça arrive, c'est extrêmement rare, on en a un cas par an, mais quand on tombe devant un vrai phobique, déjà la personne qui se tient, vous dites le mot chauve-souris, elle se tient, elle lève les pieds, par exemple, du sol, si elle est assise. Ça, c'est très mauvais signe, ça veut dire qu'elle a vraiment un gros problème. Détecter la personne qui est gênée dans la famille. C'est-à-dire, vous pouvez avoir, par exemple, le mari qui fait le malin, et puis qui dit « oui, les filles, elles ont peur des chauves-souris et tout », et puis au bout de 10 minutes, vous vous rendez compte que c'est lui, le gros trouillard. Donc, c'est cette espèce de psychologie, peut-être que certains qualifieront de bazar, mais qui fonctionne, permet de cibler un petit peu plus les échecs et les réussites qu'on peut avoir. Alors, le résultat en fait de tout ça, comment est-ce qu'on peut juger du résultat de ce qu'on a fait en tant que médiation? Alors moi j'adore qu'on me remercie à la fin, mais pas qu'on me remercie en me disant de sortir, hein, pas la notion, remercier au sens de c'est bien, vous êtes venus, on se sent mieux. Ce qui ne veut pas dire que la maison qui était par exemple avec une cinquantaine de sérotines qui descendent derrière les placos toutes les nuits, que le problème sera résolu, mais qu'à minima le stress des gens, leur mal-vivre, leurs insomnies aillent vers quelque chose de mieux. Et après c'est un accompagnement pour essayer de les guider jusqu'à ce qu'au bout d'un moment ils aient un intérêt pour ces bêtes. Et on a vu de magnifiques retournements avec des personnes qui au départ appellent en disant mais foutez-les-moi dehors. Alors, une notion que je ne pense pas vous avoir dit au début, nous ne déménageons pas les chauves-souris. C'est-à-dire qu'en 30 ans, on a acquis une certaine réputation, peut-être qu'elle n'est pas bonne pour les chauves-souris, mais je doute. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne nous appellent peut-être pas parce qu'ils savent qu'on ne déménage pas. On aménage. C'est-à-dire qu'on construit des choses pour que les chauves-souris restent et que la nuisance baisse. Alors, ça, c'est essentiel dans la démarche qu'on a. C'est que si vous n'aménagez pas, les bêtes vont partir, elles sont relativement fidèles, elles vont revenir, et quand elles reviendront l'année suivante, vous aurez fait baisser un peu le niveau d'angoisse, parce qu'au niveau des maladies, au niveau de tout un tas de choses, vous aurez expliqué des choses, mais la nuisance va se reproduire, et il faut absolument que la nuisance baisse jusqu'à ce qu'elle atteigne un seuil où les gens vous foutent la paix, c'est-à-dire qu'après ils vivent avec, et après tout d'un coup ils s'y intéressent, et après vous pouvez leur demander des choses. Alors l'intérêt de ne pas déplacer les bêtes, c'est qu'elles sont quand même assez fidèles à leur lieu. Et si vous déplacez les bêtes sur une rue et que vous allez au 8, vous les virez, vous les aurez au 10 l'année suivante, puis après au 12 l'année d'après. Et alors vous générez, ça crée du boulot, hein, ceci dit, mais c'est que vous êtes tout le temps en train de courir après la queue du Mickey ou la queue du rhinolophe, et c'est quand même un peu compliqué. Pour terminer, en dehors du fait d'être remercié, je pense vraiment il faut vraiment mettre à la tête du réseau des personnes qui sont les plus expérimentées et qui ont été vraiment formées pour ça. Et après, le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une certaine forme de lassitude. Alors moi, je suis joueur, donc je ne me lasse pas, parce qu'à chaque fois, les cas sont différents. Et il vaut mieux que ce soit le plus expérimenté ou la plus expérimentée qui s'occupe des gens avec le plus de célérité possible, parce que plus vous attendez, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus le cas dégénère. Voilà, en gros, je suis sûr que j'ai tenu les délais, et je voudrais citer une petite phrase après, c'est que chaque sentinelle est responsable de tout l'Empire. C'est une phrase de Saint-Exupéry, mais elle est particulièrement intéressante par rapport à ça,
c'est que chaque fois qu'on est en face de quelqu'un qui a un problème de cohabitation avec de la faune sauvage, on est là, on est une sentinelle, et à chaque fois on sert une cause, et si on arrive à faire prendre conscience aux gens de l'importance de ces espèces qui sont quand même chez nous et dont on a quand même une certaine forme de responsabilité, on gagne pour les bêtes. Voilà, voilà. Aline du groupe Mammalogique Breton, on se parle des fois au téléphone. Je me demandais si tu faisais des suivis des colonies quand tu pars de chez des gens qui te disent ouais c'est bon, j'ai bien entendu, je suis hyper content. Est-ce que de temps en temps tu vas vérifier qu'ils sont vraiment contents quand ils étaient réfractaires au départ? Parce que nous des fois on se pose la question de... Il faut tout le temps aller sur place, et alors nous, d'autant plus qu'on investit des sous. Donc l'année dernière, un exemple... L'année dernière, on a fait un aménagement sur une colonie de serotines. Compliqué, cher, 3 000 € à peu près. On a raté, pour une histoire de pan de toit complexe, on a raté l'aménagement. En fait, on a offert un grenier complètement tranquille pour les propriétaires et qui ne convient pas du tout aux chauves-souris. Elles n'ont pas l'accès à ce site. J'explique pas plus loin. Une erreur patente. Si tu ne vas pas vérifier, tu ne sais pas. Et tous nos aménagements sont suivis. Et quand je dis 1600 colonies, chaque fois qu'on se déplace dans le département, on va vérifier et on a une forme de clientèle qui correspond à celle d'un médecin. Et Amélie, qui me remplace maintenant au muséum, on a fait 3 ans de tuilage et c'est ça, c'est présenter les clients. Donc on vient de faire la semaine dernière un aménagement à Sidiagne, dans le sud du département, pour une colonie nocturne de l'Esler. Et les propriétaires connaissent Amélie et m'ont demandé de ses nouvelles. Donc les Lecomte vont bien. Et ça, c'est essentiel, parce que si on ne le fait pas, des fois on fait des aménagements qu'on pense être pertinents, alors ça reprend les retours d'expérience de la SFEPM sur lesquels on est en train de travailler. Le 3e tome ne vous intéressera pas beaucoup pour le côté anthropique, c'est sur les sites souterrains. Mais c'est justement voir les résultats et voir les suivis. Parce qu'un aménagement qui a été fait et qui n'est pas quantifié, il n'a pas de sens. Et sur Sidiaille, pour revenir à la colonie de l'Esler, il y avait une colonie de pipistrelles de cul à côté. Notre toiture fait, à mon avis, 10 cm, 10 mm de trop en épaisseur. Les culs qui habitaient là sont partis. Et les noctules de l'Esler ont commencé à investir le site. Donc, chaque visite doit amener à une meilleure connaissance. Si on ne fait pas de suivi derrière, c'est comme quand vous avez une maladie grave, vous retournez à l'hôpital pendant des années pour être retesté. Et ben, je pense que les chauves-souris ne sont pas une maladie grave, mais par contre, il faut vraiment continuer à faire un suivi. Je posais la question parce que nous on fait pas forcément des aménagements, des fois c'est aussi juste parce que les gens au début c'est à virer les vermines et puis on arrive à les faire changer d'avis mais sans faire forcément d'aménagement et on fait pas tous la même chose. Moi je rappelle tous les ans les gens que j'ai vus et d'autres le font pas parce que des fois on se dit mais peut-être bien qu'ils nous ont baladés en nous disant ah ouais non mais en fait vous avez raison, je suis content d'avoir des chauves-souris. Ça me paraît essentiel, un pied aménagement ou pas, faut suivre. Bonjour, je suis Claire de la IPO Rhône-Alpes. J'avais une question par rapport au financement. Alors pas forcément comment vous avez les financements, parce que je crois qu'il y a un sujet de demain, et puis d'une région à l'autre, les réponses seraient de toute façon différentes. Mais plus vous disiez que vous faisiez le suivi aussi parce que vous mettiez des sous dedans. Et du coup, c'était est-ce que vous avez une enveloppe annuelle que vous dépassez pas, ou enfin est-ce que vous choisissez quel site vous allez aménager ou pas en fonction justement du budget que vous avez ou de ce que vous voulez y mettre? Alors je peux y répondre parce que vous ne traiterez pas le cas demain, parce qu'on est totalement atypique. Donc Chauffe qui peut existe depuis 1997, on a créé une cagnotte. Alors je vais faire un petit peu de pub. Quand vous achetez des photos de chauve-souris ou des photos de chauve-souris à Chauffe qui peut, vous remplissez la cagnotte. Cette cagnotte est relativement... Ça va, on a assez de sous pour faire des aménagements et les décisions se prennent. Alors on est une structure associative atypique, on n'est que 3, comme ça on ne sera pas racheté ni rien dit quoi. Et les décisions sont prises sur le terrain, c'est-à-dire que je suis le seul médiateur du groupe de 3, donc je me retrouve sur le terrain
Et dans la médiation, alors moi je recommande à tout le monde de créer des petites cagnottes, ne serait-ce que de quelques centaines d'euros, parce que quand vous êtes en négociation finale, ultime avec quelqu'un, et vous sentez que vous allez l'accrocher définitivement, et que vous dites, bon, alors maintenant qu'on est arrivé presque à une conclusion, imaginons qu'on participe aux travaux. Et là, vous voyez la personne qui sourit, parce que déjà, elle supporte les chauves-souris quand les cas sont graves. Si en plus, il faut qu'elle paye, non. Et ça, et la décision se prend de manière immédiate, et on tient notre parole, et on peut aller jusqu'à 10 000 € par an de financement sur des projets divers, et puis après, sur des tout petits projets, parfois c'est une seule bâche, et on est en fonds propres à 80%. Voilà. Et oui, parce que justement, on parle d'espèces protégées, de loi, et effectivement, moi, c'est toujours un des problèmes que j'ai, alors notamment avec les chauves-souris, chaque cas est différent, et c'est souvent, enfin quand il y a des aménagements, ça peut être des aménagements qui coûtent cher et qui sont compliqués, et en fait, ça m'est arrivé plein de fois d'arriver à convaincre les gens qui voulaient bien les garder, qui voulaient bien faire ce qu'il fallait pour la colonie, faire les aménagements, puis au moment de dire combien ça coûte et qui c'est qui paye, c'est vous, parce qu'il n'y a pas de... Nous, on n'a pas de financement et l'État ne propose pas d'argent pour ça. Là, c'est compliqué à tenir, parce que moi, je comprends les gens, quoi. Ils disent, ouais, vous êtes gentils, c'est protégé, on n'a pas le droit de les virer, mais par contre, il n'y a pas d'aide pour pouvoir le faire, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même ça, délicat. c'est un sujet, alors que là, cette année, on a vraiment dépensé beaucoup, donc on est allé, pour une fois, demander une aide du conseil départemental. On ne sait pas si on va l'avoir, et en même temps, on s'en fiche si on ne l'a pas, les aménagements sont déjà faits. Donc, de toute façon, maintenant, soit ils vous remboursent, soit ils ne vous remboursent pas. Et je pense qu'au niveau départemental, quand vous avez une enveloppe de, on va dire, 2 000 €, ça vous permet petit à petit d'aménager. Alors, il y a un côté très déprimant, c'est qu'un aménagement sur 3 ne fonctionne pas. Il y a des ratages complets, comme les sérotines de l'année dernière, ça c'est complètement de notre faute, enfin c'est de la mienne. Mais globalement, on a quand même 2 aménagements sur 3 qui fonctionnent bien. Et après, les chauves-souris sont très traîtresses de temps en temps, c'est-à-dire vous avez fait un super truc, elles y restent pendant 2 ans, et tout d'un coup elles s'en vont. Donc en fait, si on raisonne sur du très long terme, il n'y a pas beaucoup de colonies qui perdurent sur le très long terme, 10 ans, 20 ans, il y en a, donc ça vaut le coup. Généralement, c'est des gros, ça dépend des espèces, les pipistrelles sont très infidèles, les sérotines sont très fidèles. Et tout ça, ça apprend aussi, le phénomène de suivi permet de quantifier, puis des fois, vous avez des colonies qui sont très fidèles et qui s'éteignent d'elles-mêmes, comme certaines colonies de sérotines. Donc on est... Et la problématique, parce qu'on revient, ça me fait repenser à autre chose, c'est que vous avez une problématique du bâti et de sa revente. Parce que vous faites un refuge ou vous faites un aménagement, il n'y a rien de contractuel qui soit juridiquement recevable. Puis moi, le juridique, je fais comme à l'indienne, on serre la main, enfin plus maintenant, enfin plus ou moins, et après on se donne une parole, ce qui me suffit. Mais on sait, alors moi je parle, quand je fais des formations pour la médiation, je parle des 3D. Alors les 3D, c'est le divorce, le déménagement et le décès. Déménagement définitif. Et ces 3D génèrent des changements, vous faites un aménagement, les gens sont sensibilisés, vous avez une autre personne qui rachète, et puis il y a tout à recommencer. Donc tous ces paramètres-là, faut les maîtriser, et il ne faut surtout pas se décourager, parce qu'après 30 ans, un peu plus de 30 ans, on se rend compte qu'on a stabilisé toutes les grosses colonies, enfin celles qu'on connaissait, de grands murins. Les colonies de grands rhinos sont stabilisées aussi. Et on a des problèmes sur les pipistrelles qui n'arrêtent pas de changer de gîte. Elles restent 3 ans, elles s'en vont chez les voisins, et elles s'en vont chez les voisins. Donc quand la personne a été bien travaillée et qu'elle est bien motivée, elle commence à faire de la médiation elle-même, elle en parle à ses voisins. Et quand la colonie arrive chez les voisins, je ne dis pas que le voisin est ravi, il peut l'être, mais à minima, il a déjà une petite connaissance de ce qui se passe. Et la sensibilité d'un territoire est très importante, parce que quand vous connaissez tous les bourgs d'un département, et que vous pouvez dire, ça je ne peux pas le dire, mais vous pouvez dire par exemple le nom de l'élu à l'environnement de la commune de machin, et que vous connaissez le pharmacien, et que vous connaissez je sais pas moi, des artisans qui sont... Ça aide énormément, parce qu'on est dans un terrain connu, ils ont l'impression qu'on est... Et comme le médecin de campagne, c'est-à-dire qu'on parle de noms, on cite des personnes, et ça facilite les médiations. Et je pense aussi, pour conclure, par rapport à la question, c'est que les médiations d'il y a 30 ans étaient beaucoup plus dures. La planète fout le camp complètement, ça nous on le sait tous,
Et il y a une certaine forme de sensibilisation du grand public, parce que tous les jours, quand il allume la radio ou qu'il regarde la télévision, il voit des mauvaises nouvelles. Alors je pense que par exemple, l'arrivée du moustique tigre est une excellente nouvelle pour les médiateurs. Alors on a envoyé des échantillons de ce qu'on a récupéré sur des chauves-souris dans leur guano, et on fait faire du barcoding de ce qu'on a trouvé dans le guano de pipistrelle, parce que nous on est à Bourges, est attaqué par le moustique tigre, pour voir s'il y a des traces d'ADN de moustique tigre. Il est crépusculaire, donc il est peut-être, si on arrive à démontrer ça, ça c'est un bel argument de maintien. Et j'ai fait une médiation cette année avec des gens qui m'ont demandé de virer les bêtes. À la fin de la médiation, ils me remerciaient en disant « Mais vous êtes sûr qu'elles vont rester ?» Et c'est toutes les... Enfin moi je suis très opportuniste, je profite de toutes les possibilités pour faire avancer la cause des bêtes. J'avais une petite question, parce que tu disais tout à l'heure que tu fais le suivi de toutes les colonies, mais du coup, peut-être pas de toutes, mais un suivi important de tous les aménagements en tout cas. Et ça, par contre, du coup, ça représente un temps assez pharaonique. Et du coup, voilà, j'imagine que tu le fais, du coup, maintenant que tu as la retraite, c'est sûr, mais ça peut pas se faire, ça peut difficilement se faire, je pense, sur du temps salarié. Et du coup, voilà, ça sera un investissement après bénévole assez important. Mais en tout cas, là-dessus, on sera d'accord, c'est que c'est très important pour justement après ajuster le tir sur les propositions suivantes. Les commerciaux appellent ça des phénomènes de feedback, mais c'est indispensable. C'est-à-dire qu'il faut... Alors après, ça peut être des réseaux de bénévoles. Le problème du bénévole, c'est qu'il lui faut une formation. Parce que si tu envoies sur un chantier 2 ans après quelqu'un qui doit voir si les bêtes sont toujours là, il n'a peut-être pas envie de parler. Le problème du naturaliste, c'est que ce sont souvent des personnes qui ne sont pas extraverties, qui sont plutôt introverties. Et donc, ils n'ont pas envie d'aller... Qui a envie d'aller sonner dans une barre d'immeuble pour aller faire les étages pour voir s'il y a des chauves-souris? Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Alors, ma première formation, je vendais des assurances. Ceci explique cela. Mais ce suivi est indispensable et il peut être fait par des bénévoles, mais une fois de plus, il faut que ces bénévoles soient formés à minima, parce que là, c'est retour sur investissement quelque part. C'est pas. Et du coup, tu estimes à peu près quelle durée pour former quelqu'un en médiation chauve-souris, en sachant que je crois que dans beaucoup de structures, maintenant il y a des formations et des réseaux de bénévoles. Médiateur, ça peut être compliqué du coup s'il faut des semaines et des semaines de pratique multipliées par le nombre de bénévoles. En fait, on peut se rendre compte qu'il est impossible d'avoir un réseau de bénévoles médiateurs. Enfin, ça semble compliqué de tous les former en fait suffisamment. C'est très compliqué, c'est une question de choix et c'est une question du niveau de formation que tu veux atteindre. Si tu as une tête de réseau avec quelqu'un de vraiment très pointu, qui dispatche et qui gère, ça c'est déjà super. Après, tout le monde n'est pas obligé d'avoir le même niveau. Mais quand il y a pas souvent des cas vraiment compliqués, la plupart des cas, s'il y a un bon médiateur en tête ou une bonne médiatrice, on va déminer le terrain et le cas qui paraît important et compliqué va se retrouver un cas qui en fait, il y avait juste besoin de tranquilliser un peu les personnes, leur expliquer des choses, mais je pense qu'il faut avoir à minima dans les structures quelqu'un qui est vraiment compétent et qui reste. Parce que quand il est resté pendant plusieurs années, il connaît le territoire, il a une autre perception et après il s'en va, il change de région. Et ça n'aide pas. Et il est certain qu'au bout d'un moment, on se lasse. Je pense qu'on se lasse des soins aux animaux. Moi j'ai fait 30 ans de soins, je passe la main maintenant, parce que je pense que je suis arrivé à saturation, donc il vaut mieux que je m'en aille plutôt que je fasse des bêtises. Et par contre, la médiation, quand il y a des bons médiateurs, il ne faut pas les perdre. Et plus il y aura de formation, plus il y aura de médiateurs et de médiatrices, et plus on ira vers des résultats concrets, enfin positifs. Une dernière question. Et après on arrête. Oui, merci Laurent pour ta présentation. Moi j'étais assez sensible aux attendus que tu peux avoir sur ce métier de médiateur. Je l'avais déjà dit, je crois, en 2017. Je pense parmi les formations qui seraient requises, outre celles que tu as indiquées, je
pense que par exemple des formations à la négociation, ça peut être une bonne chose. Ça existe, hein. C'est un petit peu, on va dire, la formation des ambassadeurs, des diplomates ou autres, hein, mais ça sert aussi en entreprise, où on voit bien que ce type de formations sont dispensées et où ça aboutit finalement. Je pense que nous, on s'est formés de manière un petit peu autodidacte, mais il y a des choses que l'on fait sans que ce soit forcément pensé ou réfléchi de notre part. Je pense que ces formations apprennent plusieurs choses. D'une part, elles vous apprennent quel profil psychologique vous êtes. Comme le disait un petit peu Laurent à l'instant, il y a des personnes qui ont un profil plutôt introverti ou autre, mais c'est bien aussi de savoir qu'est-ce qui peut être le point positif chez nous en termes de négociateurs, justement, et comment on va pouvoir le négocier. Puisque vous allez avoir affaire à des personnes qui aussi ont des profils psychologiques différents et vous n'allez pas avoir la même réaction non plus. Parce qu'on va discuter d'abord entre humains avant de discuter du cas de l'animal. Donc je pense que ça c'est important et il faut y être sensible. Donc sachez que ça existe, il y a des formations qui sont dispensées, elles sont parfois coûteuses, mais si ces métiers-là se professionnalisent, ça peut faire partie de votre plan de formation. Donc ça, il me semble que c'est un élément important parce que c'est ce qui va permettre pour vous d'aboutir. Souvent, ça ne sert à rien d'argumenter, souvent la négociation, c'est pas forcément de l'argumentation. Vous ne cherchez pas à avoir raison, vous cherchez à obtenir finalement le fait que la personne va conserver les chauves-souris dans son bâtiment ou accepter la nuisance ponctuelle ou la solution qu'on va lui proposer. Donc voilà, si vous avez ce type de demande, moi je suis prêt à vous montrer différents organismes qui forment à cela. C'est souvent assez coûteux, mais il me semble que c'est intéressant pour le métier de médiateur faune sauvage.